Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le sort du chroniqueur Badara Gadiaga, toujours entre les mains du parquet général, malgré la décision de la chambre d'accusation de lui octroyer une libération sous contrôle judiciaire. Le parquet dispose encore d'un délai de 5 jours pour se pourvoir en cassation. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les affrontements ont repris depuis ce jeudi matin. Les étudiants peuvent compter toutefois sur le soutien des travailleurs des universités dont le syndicat établi au niveau de l'UGB fustige le comportement de plusieurs élus de l'Assemblée nationale. Enfin, l'économie avec la restructuration de la dette extérieure du Sénégal qui devient de plus en plus probable. Une déclaration qui émane d'une note publiée justement ce jeudi par la Bank of America Global Research et une note parcourue par la rédaction et nous en parlons dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre ce jeudi 4 décembre. La chambre d'accusation a confirmé la libération sous contrôle judiciaire de Badara Gadiaga, chroniqueur de la télévision Futur Média, avec toutefois port obligatoire d'un bracelet électronique. Selon son avocat, Maître Aboubakry Barrow, la demande de libération provisoire est confirmée avec assignation à résidence. Toutefois, le parquet général dispose d'un délai de 5 jours pour un éventuel pourvoi en cassation, ce qui pourrait prolonger sa détention. Rappelons que Badara Gadiaga est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, offense à une autorité présidentielle et violation des dispositions liées à la réception de fonds pour propagande, des faits liés à ses propos tenus dans l'émission Dakar Lobby le 4 juillet 2025. Pour l'heure, sa sortie reste suspendue donc à la décision du parquet. Et pour en savoir plus, je vous propose d'écouter tout de suite son avocat, Maître Aboubakry Barrow. Les excellents confrères et moi-même, nous avons toujours estimé que dans ce dossier, il fallait tout simplement libérer le dossier Badara Gadiaga. La preuve en est que, je l'ai dit tantôt, toutes les personnes qui étaient poursuivies pour ces chefs, Hassan Diouf, Abdou Nguer et autres, pour lesquels nous avons eu à plaider, ont à la clé été libérés, relaxés purement et simplement du chef d'offense à personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État. Encore une fois, j'ai du mal à comprendre cette expression, tout ou partie. Soit c'est tout, soit c'est une partie. Finalement, on ne comprend rien, c'est un peu confus. Et donc, il faut que cela cesse. Et bien sûr, le délai, on va envisager... Le parquet général. Oui, le délai est de 6 jours. Vous savez, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance, il communique au parquet qui a un délai de 6 jours pour faire appel. Mais ça ne lit pas le juge d'instruction. La preuve en est que le juge l'avait mis sur place électronique, mais le parquet avait fait appel. Et dans un délai réduit de 2 ou 3 semaines, l'affaire a été enrôlée pour être évoquée aujourd'hui par devant la chambre d'accusation avec l'excellent président, le président Maguette Diop, assisté de ses distingués assesseurs qui sont d'excellents magistrats, très courtois, très rigoureux aussi, et un excellent parquetier général qui, je comprends, est dans son droit, mais on lui a indiqué que le droit pénal est un droit de la certitude, un droit de la preuve, et que par devant la chambre d'accusation, il faut que faire prévaloir des moyens de droit. La chambre ne juge pas des faits, elle statue sur le bien fondé de l'appel du parquet par rapport à la liberté provisoire que le juge, j'allais dire, au bracelet électronique que le sieur Badara Gadiaga a eu à bénéficier de la part du... Et toujours dans le chapitre judiciaire, sachez que Serigne Saliou Diagne, fils de l'homme d'affaires Madiambal Diagne, a obtenu ce 4 décembre 2025 une liberté provisoire, toutefois sous contrôle judiciaire. La décision émane de la chambre d'accusation qui a statué après le recours déposé par ses avocats. Ces derniers contestaient son inculpation devant la chambre d'accusation financière, estimant qu'il n'était pas mentionné dans le réquisitoire introductif. La juridiction a ainsi ordonné sa mise en liberté sous régime de contrôle judiciaire à présent, sauf si le parquet général décide de faire appel. Serigne Saliou Diagne devrait retrouver sa liberté. Une information donc de nos confrères de Immédiat. Et puis dans le cadre du conflit qui
qui lie les populations de Niague à la société égyptienne Orascom. Le tribunal d'instance de Rufisque a libéré les 11 personnes arrêtées pour manifestation non autorisée, destruction de biens et troubles à l'ordre public. Ces habitants, je rappelle, s'opposaient au projet de ville verte que la société immobilière égyptienne Orascom prévoyait d'ériger entre le lac Rose et la mer. Pour Maître El Hadji Diouf, l'avocat des populations de Niague, ces arrestations relevaient d'une simple intimidation. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Nous avons déjà écrit au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de l'Urbanisme, et depuis lors, il n'y a pas eu de suite. Donc nous interpellons aujourd'hui le nouveau DG de la DESCOS pour qu'il réagisse. Nous avons déjà saisi l'ancien qui nous avait reçus dans son bureau et qui avait donné des instructions fermes à la DESCOS de Rufisque pour diligenter le dossier, mais malheureusement le dossier est toujours stagne toujours. Donc nous interpellons les autorités. Aujourd'hui, les populations de Niague, de Théorpel, ont montré qu'elles étaient responsables. Ces populations ont montré qu'elles entendent défendre leur lac Rose, défendre leur patrimoine historique. Le lac Rose étant une fierté, une singularité, un bienfait de Dieu, un don de Dieu pour le Sénégal. Et aujourd'hui, des gens qui viennent de l'étranger, des chasseurs de primes, ces gens veulent coûte que coûte transformer le lac Rose, tuer le lac Rose, éliminer le lac Rose. En réalité, éliminer les populations de lac Rose, éliminer les emplois, éliminer l'histoire et la géographie du lac Rose. Les populations de Niague et du lac Rose entendent se battre et attirer l'attention des autorités sénégalaises, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme et le chef de l'État du Sénégal, pour préserver cette fierté, ce patrimoine historique que constitue le lac Rose. Aujourd'hui, le chef de l'État doit intervenir. Ces ministres doivent intervenir pour empêcher l'irréparable. On ne va pas accepter l'élimination de lac Rose, sa disparition de la carte du Sénégal. Allez, à présent, nous nous intéressons à ce verdict très attendu dans l'affaire qui concerne cette maman enceinte qui a perdu la vie devant la porte de l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. Eh bien, sachez que la sage-femme jugée coupable écope finalement d'une peine de 3 mois avec sursis. Elle est assignée à payer 500 000 francs CFA d'amende et 1 million de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Une bonne décision qui satisfait la défense qui ne compte pas faire recours. Les professionnels de santé qui ont assisté à ce verdict en ont profité pour exiger de meilleures conditions de travail. Babacar Diouf. Fatou Diarra de la maternité de l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel rentre avec une peine de 3 ans avec sursis. Le tribunal vient de rendre son verdict. Ahmed Serigne Diong, un des avocats de la défense. Les faits qui sont reprochés à notre cliente n'avaient aucune connotation pénale. Elle n'avait fait qu'obéir à des ordres de son supérieur hiérarchique, notamment son chef de service. Et ce chef de service également avait donné des ordres parce que tout simplement leurs locaux au moment des faits ne pouvaient pas accueillir la dame qui était venue se soigner. Et nous avions estimé qu'elle n'avait aucune responsabilité, en tout cas pénale, ni civile par rapport à ces faits-là. Mais au demeurant, le dernier mot revient au tribunal qui a estimé devoir entrer en voie de condamnation contre elle. Et nous ne pouvons que nous en réjouir et nous ne comptons pas faire appel ni aucun autre recours. Le syndicat du personnel de l'hôpital s'en réjouit mais invite l'État à mettre les agents de santé dans de bonnes conditions de travail. Je pense que nous travaillons dans des conditions extrêmes. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, le mobile de toute cette affaire-là, c'est la réhabilitation de cette maternité qui a trop duré. Sinon, peut-être si on était comme avant, je pense que le problème n'allait pas se poser ainsi. Mais vous avez vu que par réhabilitation et par étroitesse, malheureusement, une situation regrettable s'est produite, nous coûtant effectivement aujourd'hui une sage-femme qui a été
dans les liens de la détention. Sur les comportements décriés de ses collègues, Matar Ndiaye explique. Le patient ou l'accompagnateur ne maîtrise pas. Parce que quand tu trouves des conditions un peu difficiles. Bon, tu as fait peut-être 24 heures de garde. Bon, tu es lessivé, tu es épuisé. Donc, il y a beaucoup d'aléas qui font que peut-être quelquefois, on passe à côté. Mais ce n'est ni l'intention. Les agents de santé, sages-femmes, infirmiers et aides-soignants rendent satisfaits de la décision de justice. À la une de l'actualité politique, la primature, le siège du Premier ministre Ousmane Sonko, doté de nouvelles compétences. Le Premier ministre en sort ainsi renforcé avec de nouveaux mécanismes pour contrôler, mais aussi mener à bien l'exécution des actions du gouvernement. Le projet de décret a été rendu public ce jeudi et plus de détails, c'est avec Aminata Mbaresso. Le petit souci avec cet élément que nous n'excluons pas de vous transmettre peut-être avant la fin de cette édition. Nous poursuivons ce journal avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis où les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont repris de plus belle ce jeudi matin. Des étudiants qui ne comptent pas arrêter ces affrontements tant que leurs bourses ne sont pas payées. Au même moment, les travailleurs des universités entament une grève pour soutenir justement ce mouvement estudiantin. Le syndicat des travailleurs de l'USGB a fustigé le comportement de certains députés au sein de l'hémicycle. Le point, c'est avec nos reporters à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Abdou Sek. Les étudiants et les forces de l'ordre ont repris ce jeudi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants continuent de réclamer leur bourse. La coordination a également mis sur la table plusieurs doléances. Engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. Oui, aujourd'hui encore nous sommes en grève et ce depuis une semaine. Nous sommes en mouvement d'humeur et nous avons activé notre arsenal syndical pour défendre la cause de l'étudiant et aussi faire revenir la dignité de l'étudiant. Nous mettrons en garde le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette situation qu'est en train de vivre nos camarades UCADiens ne saurait prospérer ici au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les travailleurs de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont également entamé 48 heures de grève. Selon Amad Diallo, le secrétaire général du STSU, le gouvernement doit payer immédiatement les bourses des étudiants. Au sens, nous appelons à l'État de revoir les bourses des étudiants. Aujourd'hui, ces bourses-là sont cruciales pour les étudiants. Il faut qu'on paye ces bourses, même ce système-là, il y a 2 ans et autres. Mais théoriquement, eux, ils sont dans leur bureau, théoriser que c'est 2 ans et autres. Et dans la pratique, les jeunes font plus que 2 ans. Ils font plus que 4 ans pour leur licence, ils font plus que 3 ans. Demandons à ces députés de respecter les Sénégalais. De respecter les Sénégalais. Aujourd'hui, on les paye 1 million et quelques, 2 millions et quelques. Est-ce qu'ils sont plus Sénégalais que nous, jusqu'à toucher les salaires des gens? Donc on dit à M. Cheikh Diba, depuis 2014, et aujourd'hui, nous sommes face en face avec lui, à un pied de guerre. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les affrontements ont repris. La route est également bloquée. Allez, nous restons avec cette crise qui sévit au sein des universités sénégalaises. Par communiqué, eh bien, le recteur de l'université, le ministre plutôt, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. Daoud Ngom, a donc émis cette lettre circulaire adressée au recteur des universités sénégalaises pour affirmer que les universités traversaient effectivement des crises liées à la question des bourses. Si les bourses du premier cycle posent moins de problèmes, celles des masters constituent une source de perturbation des campus. Eh bien, selon le décret 2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d'attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur, les étudiants de master ont droit à 2 années de bourse avec une possibilité d'une 3e année en cas de redoublement. Or, les inscriptions des étudiants de master 2 se font toujours en retard, ce qui retarde le paiement des bourses. Pour permettre aux ayants droit de positionner, pour nous permettre de positionner plutôt les ayants droit dans le système et d'anticiper leur paiement, le ministre invite donc à lui faire parvenir au plus tard le 16 décembre 2025 la liste de tous les étudiants de Master 2 par faculté ou UFR, ces étudiants qui sont éligibles à une nouvelle inscription pour l'année académique 2025-2026. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui dit attacher du prix à l'exécution diligente de la présente lettre circulaire. Voilà.
Plus rien ne va à Air Sénégal. Des clients de la compagnie aérienne débarquent à Dakar sans leurs bagages et restent plusieurs jours dans cette situation. En plus de la cherté des billets d'avion sans cesse évoquée par les passagers, la qualité du service est également pointée régulièrement du doigt. Le reportage à l'AIBD, c'est avec Ibrahima Karmara. La compagnie Air Sénégal n'arrive plus à assurer correctement le transport de ses clients et de leurs biens. Les derniers passagers qui ont quitté Charles de Gaulle pour Dakar se plaignent. El Haj, un des passagers du vol du samedi dernier, est à son deuxième passage depuis 4 jours pour récupérer ses bagages. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a pu récupérer 2 de ses valises. Bon, on a quitté Paris à 12h30, arrivé à Dakar. À Dias, à 18h, on est arrivé, on n'a pas reçu nos bagages. On est venu le 2, ils ont dit que les bagages, ils vont venir ce soir. On a appelé le matin, le soir, ils ont dit que les bagages sont toujours en cours de route. Bon, il y avait des médicaments de mes parents dans les valises. En plus de la qualité du service déploré, les clients s'étonnent aussi de la cherté des billets d'avion de la compagnie aérienne. J'ai payé un billet à presque 770 €. Les billets Paris-Dakar, 770 €. Les clients de la compagnie sénégalaise continuent de se plaindre. Ibrahim Diakho, venu à Dakar depuis samedi lui aussi, est parti voir ses parents au sud-est du pays sans ses bagages. Nous samedi en France depuis samedi le 29. Moi, j'ai quitté Paris depuis le samedi dernier. Là, je suis en route pour Bakel pour aller voir mes parents sans mes bagages. Il n'y a pas aussi de communication. C'est ce que je déplore le plus chez Air Sénégal. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les responsables de la compagnie en vain. Le ciel sénégalais qui a été fermé à Corsair depuis l'arrivée d'Air Sénégal, la montée des prix des billets d'avion depuis la Covid-19 sont autant de facteurs qui freinent la destination Sénégal. Et nous restons dans le domaine de l'économie avec cette perspective d'une restructuration de la dette extérieure plutôt sénégalaise qui devient de plus en plus probable au second semestre 2026 selon une note publiée ce jeudi par la Bank of America Global Research. Selon l'institution bancaire américaine, eh bien, le Sénégal peine à gérer des milliards de dettes non déclarées par l'administration précédente, un état de fait qui pourrait obliger notre pays à envisager une restructuration de sa dette extérieure. Synthèse de cette note qui est parvenue à la rédaction avec Maïmouna Ndiaye. Le Sénégal peine à gérer des milliards de dettes non déclarées par l'administration précédente et mène des discussions prolongées avec le Fonds monétaire international FMI en vue d'un nouveau programme de prêt destiné à consolider ses finances. Selon Bank of America, un moratoire sur la dette extérieure et l'ouverture de négociations pour une restructuration deviennent de plus en plus probables à l'horizon du second semestre 2026, indique la banque. Compte tenu de la résilience du marché local, un moratoire sur la dette extérieure suivi de négociations de restructuration apparaît comme le scénario le plus probable d'ici fin 2026. Selon toujours l'institution financière, le ministère sénégalais des Finances n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique. Les prix des obligations du pays ont chuté jusqu'à 2,25 cents à la mi-journée, ce qui fait probablement un chiffre de 62,67 d'ici 2031. Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré que le FMI souhaitait que le Sénégal restructure sa dette, ce qu'il avait qualifié de honte. Dakar réitérant depuis lors son engagement à rembourser ses dettes tout en poursuivant les discussions avec le Fonds. Bank of America estime donc que la solidité des marchés régionaux de la dette pourrait permettre au pays de tenir sans prêt du FMI pendant un temps limité, mais que cette situation deviendrait
intenable au second semestre 2026. Pour couvrir ses besoins de financement en 2026, le Sénégal devrait lever 40% de plus jusqu'en 2025, ce qui ne paraît pas crédible, selon Bank of America. Le Fonds monétaire international qui dit assurer la poursuite des discussions avec les autorités sénégalaises plutôt, et qui lance une enquête toutefois interne sur la dette cachée. Selon Julie Kozak, la directrice de la communication du Fonds monétaire international, eh bien, l'institution et les autorités sénégalaises collaborent pour déterminer les mesures nécessaires tout en laissant au gouvernement sénégalais le choix de restructurer ou non certaines portions de sa dette. Le Sénégal reste confronté à d'importantes fragilité financière et le FMI entend garantir que tout nouveau programme soit mieux adapté pour prévenir de telles anomalies. Parallèlement, le FMI a lancé une enquête interne pour comprendre comment ces dettes non déclarées ont échappé à ses contrôles. Nous menons actuellement une enquête interne afin de comprendre comment ces anomalies ont pu passer inaperçues et également afin de renforcer les mesures de sécurité dans nos propres processus, a déclaré donc Kozak, cité par nos confrères de RP. Et au moment où le Sénégal affronte une tension budgétaire et un endettement croissant, deux notions reviennent de plus en plus dans l'actualité économique. Il s'agit de la restructuration ou encore de l'échelonnement de la dette, de mécanismes différents mais qui traduisent la même réalité, la difficulté pour le Sénégal de rembourser dans les délais prévus. Alors, que signifient exactement ces termes? Restructuration, rééchelonnement et surtout, comment fonctionne-t-il? Explication, c'est tout de suite avec Daniel Diouf. De la dette, un processus par lequel un pays renégocie les conditions de remboursement de ses dettes parce qu'il n'arrive plus à payer dans les délais prévus. En termes simples, c'est demander un nouvel arrangement pour pouvoir payer plus facilement. Par exemple, reporter les paiements, le pays demande plus de temps pour rembourser. Exemple, au lieu de payer en 2025, on repousse à 2028. 2. Réduire le montant à payer. Les créanciers acceptent parfois de diminuer une partie de la dette. Exemple, une dette de 1 milliard devient 700 millions. 3. Changer le taux d'intérêt. Le pays peut obtenir un taux plus faible. Ainsi, il rembourse moins chaque année. 4. Échanger une dette contre une autre. On remplace une dette trop lourde par une dette plus longue ou moins coûteuse. Pourquoi donc une restructuration ? Parce que le pays ne peut plus rembourser normalement, souvent à cause d'une crise économique, d'une chute des recettes publiques, de dettes déjà trop élevées, d'un mauvais taux de change ou d'une inflation forte. Exemple simple, imaginez que vous devez rembourser 100 000 francs CFA par mois, mais vous perdez votre travail. Vous allez voir la banque pour demander de payer 50 000 par mois, ou de repousser les paiements à plus tard, ou de réduire un peu la dette. C'est exactement cela, mais à l'échelle d'un pays. La restructuration, différente du rééchelonnement, qui est une forme particulière de restructuration de la dette, mais plus simple et moins radicale. Le rééchelonnement consiste à modifier le calendrier de remboursement d'une dette, en étalant les paiements sur une plus longue durée. On ne réduit pas le montant de la dette, on change seulement les dates et le rythme des remboursements. Comment ça marche? Le pays dit: je ne peux pas rembourser maintenant, donnez-moi plus de temps. Les créanciers acceptent par exemple de repousser le début du remboursement, d'allonger la durée, par exemple, transformer une dette de 10 ans en 20 ans, de diminuer les mensualités en les étalant dans le temps, mais le montant total de la dette reste le même. Parfois, les intérêts continuent à courir, voire augmentent un peu. Exemple. Vous devez payer un crédit en 12 mois. Vous demandez à la banque de le payer en 24 mois car vous traversez une période difficile. Vous payez moins chaque mois, mais vous remboursez plus longtemps. C'est cela le rééchelonnement. Dans la restructuration, on change plusieurs éléments, le montant, le taux, la durée par exemple. Dans le rééchelonnement, on change seulement le calendrier des paiements.
Puis, pour être complète sur l'actualité économique dans ce journal, sachez que le Fonds monétaire international a annoncé ce jeudi 4 décembre la nomination de Mercedes Vera Martin comme chef de mission pour le Sénégal, et cela a compté du début de l'année 2026, a-t-on appris donc auprès de l'institution financière internationale. Elle occupait jusqu'ici le même poste pour la Zambie, un changement qui intervient dans un contexte difficile pour l'économie sénégalaise après la révélation de cette dette publique cachée, estimée à plus de 11 milliards de dollars. Des discussions entamées depuis août 2025 sous la direction actuelle de Edward Gemayel avaient déjà ouvert la voie à un nouveau programme d'appui après des missions successives à Dakar. Et puis au Sénégal, la protection des enfants contre les violences sexistes et sexuelle et sexiste plutôt, franchit une nouvelle étape. Depuis 2020, le projet Sam Khale Sam Yité travaille à autonomiser les filles et à renforcer les compétences des acteurs de première ligne mis en œuvre par le Bureau international des droits des enfants avec l'appui d'Affaires mondiales Canada et de l'UNICEF. Il a permis d'intégrer durablement la formation aux droits de l'enfant dans les écoles de police, de gendarmerie, de justice et du secteur social. Un programme de 5 ans qui vise un objectif clair, réduire les violences faites aux enfants au Sénégal. Nafissatou Fall en est l'inspectrice. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abib Faye. Des enfants sur les problèmes qui les concernent. L'impact, c'est la protection des enfants, c'est la prévention, mais vous savez, il y a un parterre de parties prenantes ici. Nous avons les sectoriels, les ministères de la justice, la police nationale, nous avons les partenaires au développement, nous avons les organisations de la société civile, la JS par exemple, parmi tant d'autres qui sont là, qui travaillent, qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfant. Il y a des ressources qui manquent, vous savez, maintenant il va falloir rationaliser, optimiser, parce que les partenaires financiers ne sont plus c'est plus possible de donner beaucoup d'argent. Ils sont là, tout a été rationalisé, donc il va falloir utiliser à bon escient les ressources provenant des partenaires. Allez, à Matam, c'est la fin de la grande campagne de l'hivernage et malgré le passage de la crue des inondations, les paysans se sont lancés dans les récoltes. Notre équipe à Matam est allée faire le constat dans le casier agricole, un casier de plus de 740 hectares dans la zone de Kobilo, où le ministre de l'Agriculture a déployé une moissonneuse afin d'accélérer les récoltes en vue de la prochaine campagne dite de contre-saison à Libandalian. Malgré la perte de milliers d'hectares emportés par les inondations des eaux du fleuve Sénégal, les récoltes ont bien démarré au niveau des périmètres de la région de Matam. Dans le casier agricole de Kobilo, par exemple, où 740 hectares ont été emblavés, de rendements records sont attendus cette année. La prise en charge de nombreuses préoccupations par le ministre de l'Agriculture, qui était au début du mois de juillet, a été très déterminante. D'abord, c'est remercier le ministre de l'Agriculture qui était de passage le 2 juillet passé. Et aujourd'hui, on est en récolte. Et nous attendons un bon rendement. Et remercier aussi la SAED de la direction générale au secteur et à la délégation. Nous sommes venus à cet instant avec des difficultés, mais ces difficultés on les a remontées grâce à nos producteurs, nos conseils agricoles. Alors que les sacs de paddy commencent à remplir les greniers, les paysans de cette zone qui ont disposé cette année d'une moissonneuse batteuse s'orientent déjà vers la prochaine campagne dite de contre-saison. Avec cette moissonneuse, nous parvenons à terminer tout parce que ça diminue les charges. Pour les charges manuelles, il faut au moins 240 000 francs. Mais par contre, avec la moissonneuse, il est de 90 000 francs à l'hectare. Donc voilà, ça diminue les charges. Ça nous permet encore alors de terminer tout la récolte est entamée. Nous avons pour essayer de résoudre ce problème afin qu'on puisse aller en campagne librement. De grandes performances, certes, mais les riziculteurs de ce casier qui couvre 5 grandes localités des communes de Kobilo et de Bokidjavé
attendent la réhabilitation des équipements de pompage. Faut-il rappeler que les 5 pompes à la station de ce casier, réalisées en 2004, datent de plus de 21 ans. À Bambay, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage annonce le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide au plus tard ce lundi prochain. Dr Mabouba Diagne a fait l'annonce au CNRA de Bambay en marge de la cérémonie d'inauguration d'une serre phytopathologique pour l'amélioration des cultures. Dr Mabouba Diagne, que nous écoutons au micro de Babacar Diouf. La campagne, c'est soit vendredi aujourd'hui, soit c'est lundi après dans 3 jours. Okay. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons jugé, comme les producteurs étaient très pressés qu'on divulgue le prix plancher, c'était la raison pour laquelle, lors du Conseil des ministres, juste après lors de la communication du Conseil des ministres, on a dit on publie le prix. Maintenant, j'ai déjà signé le démarrage officiel de la campagne pour ce vendredi. Mais comme vous le savez, c'est un document qui doit être co-signé entre moi et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il est dans le circuit des signatures et je suis absolument sûr que c'est aujourd'hui mon collègue va le signer. Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, des officiels issus d'une vingtaine de fédérations sportives du Sénégal reçoivent une formation donnée par des experts conviés par la Conféges. La 2e édition d'une initiative débutée l'année dernière et bien saluée par les fédérations bénéficiaires, très confiantes pour la suite. Cher Saleh Boudjara. Ils sont pas moins de 500 officiels issus de différentes fédérations sportives qui bénéficient d'une formation en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. C'est un souci d'espoir, simplement parce qu'on va vers les JOJ 2026. L'approche des JOJ préfigure d'une bonne formation des jeunes, ce qui nous permet aujourd'hui, nous autres fédérations, d'armer des officiels techniques et de former en même temps des jeunes qui auront la conscience qu'ils vont accueillir d'autres jeunes. Parmi les bénéficiaires, la Fédération sénégalaise de natation et celle de badminton magnifient l'initiative à l'impact réel. Un groupe de 25 officiels, donc 25 le matin et 25 l'après-midi, qui sont formés sur 3 jours. Et on espère que d'ici les JOJ, on pourra bénéficier d'autres formations pour nos officiels, parce que la partie technique est quand même très importante, surtout en natation. L'année dernière, nous avions bénéficié d'une formation de formateurs en technicien, en officiel technique. C'est la continuité aujourd'hui qui va nous permettre d'enrôler d'autres jeunes. Continuité simplement parce qu'au niveau de la fédération de badminton, nous sommes en train de former 43 jeunes présentement. Des formations et autres préparations qui donnent de l'espoir. On a nos jeunes qui étaient en Chine, qui sont revenus avec de très bonnes performances. Même après, ils ont enchaîné avec les Jeux africains, plutôt les championnats d'Afrique de la zone 2 à Accra. Et ils sont venus avec de très bons résultats. On espère qu'on pourra bénéficier d'autres stages en 2026. Pour que l'équipe soit vraiment prête. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, premier événement de ce genre en Afrique. La Conféges, composée à majorité d'États africains, compte apporter sa contribution pour relever le défi de l'organisation et de la participation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite restez avec nous pour assister à la 2e partie de Soir d'Info. Nous parlons de cette tension qui sévit depuis bientôt une semaine au sein des universités sénégalaises avec le professeur Amsatou Sow Sidibé.